la première. L'histoire des foulards rouges prend sa source sur les pavés de Paris au milieu des années 60. À l'époque, les premiers étudiants calédoniens accèdent aux universités de la métropole. Parmi eux, une majorité de jeunes Européens, des Asiatiques et quelques Kanaks qu'on appelle alors les Mélanésiens. Leur arrivée dans la capitale est un véritable électrochoc. Ils étaient impressionnés d'être dans la capitale de la France. C'est une ville immense, incroyable, avec ses bâtiments, cette abondance de monuments, les musées avec tout cet art. Ils étaient fascinés par tout cela. L'un d'entre eux me l'a décrit comme étant le tabernacle de la civilisation française. C'est aussi pour ces jeunes Calédoniens la découverte des inégalités sociales, des quartiers ouvriers, de la pauvreté urbaine et des universités immenses où se côtoient des étudiants venus de tous les horizons. Julien se rappelle de ce premier contact avec Paris. C'était en 1966. Il venait suivre des études d'architecture. Alors Paris, c'est un monstre. On compte énormément de gens, de toutes nationalités. Nous, on est des enfants de l'Océanie. On vit une autre culture. Puis surtout, on vit avec souvent des familles qui n'ont pas eu le choix d'aller un peu loin à l'école et tout cela. Et ça pose un problème lorsqu'on arrive à Paris et qu'on est en face de personnes qui sont cultivées, qui ont une histoire et qui peuvent réfléchir sur un tas de choses, ce que nous n'avons pas. Et on devient anonyme, on devient étranger à tout. Et on a besoin de se retrouver, de parler du pays. On l'a compris très vite, ça. Julien loge au foyer des étudiants calédoniens dans le 5e arrondissement. Il devient membre de l'AECH, l'Association des étudiants calédoniens et hébridés de Paris. L'association propose des rencontres culturelles. Très vite, Julien s'intéresse à un petit groupe d'étudiants qui se réunit autour de débats plus politiques sur la Nouvelle-Calédonie. La plupart des étudiants qui étaient membres de la SCHP, il n'était pas question de parler de politique. C'est une réflexion qui se fait en commun entre à peu près une dizaine sur 30 étudiants. La plupart ne suivent pas, ils ne veulent pas. Mais c'est une construction qui se fait, c'est le b.a.-ba de notre conscience. Contre l'annexion du surréalisme par les stalino-chrétiens, demandez rupture. Demandez Vietnam, journal du comité Vietnam national. Contre la poésie aragonesque, demandez rupture, revue d'action surréaliste. Le foyer des étudiants calédoniens est situé à 100 mètres de la Sorbonne, en plein cœur d'une contestation étudiante qui monte. Ils dénoncent l'impérialisme, la guerre du Vietnam, les inégalités sociales, le racisme. C'est un moment charnière de l'histoire d'un monde en pleine décolonisation. Les étudiants se nourrissent d'ouvrages révolutionnaires venus du monde entier, comme ceux de Mao, Martin Luther King, Che Guevara, Trotsky. Ils lisaient tous des penseurs comme Frantz Fanon, Albert Memmi, Aimé Césaire. C'était comme un supermarché d'idées, de mouvements, d'écrits, de toutes sortes de visions radicales. Il y avait ces changements de perspective qui redéfinissaient le monde. Ils avaient l'impression qu'un voile avait été levé. Ils pouvaient voir les choses avec plus de clarté, la situation du monde, de la France et de la Nouvelle-Calédonie. Le petit groupe d'étudiants commence à publier des articles critiques sur la société calédonienne dans la revue Trait d'Union. Le rédacteur en chef est alors Max Chivot. Max Chivot n'est plus, mais son frère Luc a conservé quelques exemplaires de ses publications. Max est arrivé à Paris en 1963 pour faire des études d'économie et de sciences politiques. Dans ses écrits, il s'intéresse tout particulièrement à l'industrie du nickel en Nouvelle-Calédonie. Il faudra veiller, c'est le thème éternel, à ce que l'exploitation minière serve vraiment à assurer un développement harmonieux de l'économie du pays. Une formation intelligente de la jeunesse et une plus juste répartition des revenus entre tous les Calédoniens.
Nous, on sort d'une famille très pauvre quand même, hein, mais la famille, quand elle est arrivée, du côté des bagnards, eux, ils n'avaient rien, moins que rien. Et du côté des colons, eux, c'était pas mieux. Hein. Ils sont arrivés là, on leur a dit, vous construisez votre maison en torchis, on va vous donner des pieds de café, on va vous donner des pieds de tabac, et vous allez commencer comme ça. Je ne parle pas de tous ces gens qui étaient encore beaucoup plus pauvres que nous, c'était les Indonésiens, les Vietnamiens, les Japonais, tous ces travailleurs, puis les bagnards, quoi, hein, descendants de bagnards. Max Chiveau analyse la société calédonienne en termes de lutte des classes sociales. Il dénonce une économie coloniale divisée entre les gens de la brousse et ceux de Nouméa, entre la masse des travailleurs exploités et quelques grandes familles qui détiennent tous les commerces et toutes les exploitations de nickel du territoire. Je pense que Max n'a pas supporté que le domaine minier revienne à des particuliers. C'est comme ça que les gens ils sont devenus milliardaires. Hein. C'était le système. Hein. Et je pense que Max, comme il était économiste, il n'a pas supporté. Il a dit qu'il faut que les bénéfices reviennent au pays quand même. On ne peut pas continuer comme ça. Un autre étudiant écrit pour la revue Trait d'Union. C'est Nidosh Neslin, qui ne sait pas encore qu'il deviendra bientôt le leader des Foulards Rouges. Nidosh est l'un des tout premiers étudiants mélanésiens en France. Il est le fils d'un grand chef coutumier de l'île de Marais. Il quitte son île à 15 ans à peine pour aller passer son bac à Paris. Voici le premier article que Nidosh Neslin a écrit en 1966. Il étudiait alors la sociologie à l'université en France. Il était très préoccupé par le sentiment de déracinement que ressentaient les Kanaks qui vivaient en milieu urbain. Ils avaient l'impression que leur seul choix était de s'assimiler à la culture française. C'est pour cela qu'il explique que ces jeunes développaient un vide spirituel insufflé par la civilisation occidentale dans leur cœur et dans leur âme. Nidosh Neslin théorise ce qu'il appelle la personnalité mélanésienne. Il décrit 3 stades psychologiques que traversent les étudiants mélanésiens lorsqu'ils quittent leur terre natale. Premier stade, l'assimilation. Il déploie de grands efforts pour se rapprocher du type d'homme idéal que le blanc incarne. Habillement, gestes, langage. Deuxième stade, le souvenir. Le jeune étudiant autochtone décide alors de refuser la société occidentale. Tôt ou tard, il s'apercevra que ce stade est aussi aliénant que le premier. Car vouloir coller à la tradition ou vouloir la réactualiser, c'est aller contre l'histoire, contre la création. Enfin, troisième stade, le réalisme. L'étudiant autochtone décide de vivre avec son temps. Désormais, il ne sera plus question pour lui de résoudre ses problèmes de la façon la plus européenne ou la plus mélanésienne possible, mais de la façon la plus juste.